Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une conférence qui a été préparée par Margot. Vous pouvez voir ici, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement. Elle en est triste, donc je vais m'adapter au changement, comme on dit chez nous. Hein. Et je vais essayer de vous présenter son sujet, qu'elle a préparé avec passion depuis quelques mois, sur le thème de réinventer l'échec, donc l'outil caché des entreprises agiles. Donc, on va parler essentiellement, hein, comme vous l'avez compris, d'échecs. Et essentiellement de comment est-ce qu'on traite l'échec aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut se servir d'un échec pour pouvoir améliorer, pour avoir un levier d'innovation au sein de nos équipes, au sein de nos projets, etc. Déjà un petit mot sur moi, je me présente, donc je suis Grégory Gounon, je suis coach agile aujourd'hui chez Sogeti et je travaille dans l'agilité depuis de nombreuses années puisque j'ai grandi dedans via des startups du web qui ont un ADN agile par définition. Et donc depuis une dizaine d'années, maintenant je suis coach agile et j'interviens au sein des ESN pour les grands groupes de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc cette conférence, Margot a travaillé dessus pour mettre en parallèle l'aspect philosophique de l'agilité. Alors là vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avoue que moi aussi j'ai fait un petit pas de recul quand elle m'a parlé de philosophie. Pour moi la philosophie, ça me remontait au cours du lycée à peu près, que j'essayais de sécher la plupart du temps. Mais finalement, en écoutant sa présentation et en suivant les sources qu'elle a pu recueillir auprès de professeurs en philosophie en université, on peut faire un parallèle assez naturel avec l'agilité et du coup prendre un petit peu de hauteur et de recul sur les pratiques et les méthodes agiles qu'on utilise au quotidien. Donc on va voir autour des trois piliers Scrum que vous pouvez reconnaître, hein, l'adaptation, l'inspection et la transparence, comment est-ce que ces piliers finalement s'appuient sur des principes philosophiques qui sont apparus bien avant notre ère de l'agilité auprès de l'IT. Donc je vais vous emmener en balade dans la philosophie agile. Préparez-vous. Alors déjà, pour faire un petit peu d'histoire, je pense que ça, vous l'avez tous peut-être déjà vu ou tous en tête, hein, c'est les méthodes et les pratiques qu'on utilise quasiment au quotidien. Donc pour la plupart d'entre nous, c'est vrai qu'on a des références qui datent de ce millénaire, hein, qui ont commencé en 2001 avec le manifeste agile, et puis toutes les méthodes et les pratiques qu'on utilise aujourd'hui. Mais si on prend un peu de recul, je pense que là aussi, vous allez retrouver des références. Donc on est au XXe siècle là, et on est dans ce que j'appelle l'agilité au sein de l'industrie, avec les pratiques Lean notamment. Je parle du Taylorisme chez Ford qui ont mis en place les premières briques de la culture agile avec des méthodes comme le Kanban par exemple chez Toyota qui est arrivé dans les années 50. On va prendre encore un petit peu plus de hauteur et c'est là où justement on va essayer de retrouver les racines peut-être, en tout cas les racines écrites de l'agilité. Et Margot a fait un travail de recherche autour de ce premier pilier, l'adaptation. Et elle a pu trouver des racines hein, chez des philosophes, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et elle est remontée jusqu'à 540 avant Jésus-Christ, donc c'est pas rien, ça fait plus de 2500 ans. Et un philosophe qui s'appelle Héraclite. Donc c'est un philosophe de la Grèce antique. À l'époque, il faut savoir que les bibliothèques n'existaient pas, par exemple. Hein, les grandes bibliothèques d'Alexandrie arrivaient que 500 ans plus tard. Héraclite a écrit un seul livre qui était stocké dans un temple où tout un venant pouvait le consulter. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a de lui, c'est quelques vestiges et quelques phrases qui ont pu être recopiées ou retrouvées. Mais une phrase importante qu'on a identifiée, Héraclite a dit « Un même homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Donc derrière cette pensée philosophique, on peut retrouver notre principe d'adaptation et surtout le fait que le monde change, que les projets évoluent et que du coup nos plans résistent rarement à la réalité. Donc déjà 500 ans avant Jésus-Christ, hein, on voit que finalement on se posait la question sur l'adaptation au changement, ce que je suis en train de faire aujourd'hui en remplaçant Margot finalement. C'est déjà des thèmes qui apparaissaient dans la bouche de nos philosophes. Alors là, je n'ai pas de cas pratique qui date de 500 avant Jésus-Christ, mais certainement qu'il y avait déjà des usages à ce moment-là de ces bonnes pratiques. Un autre exemple que Margot a identifié,
un peu plus tard, en 1469, le philosophe Machiavel, lui, disait, alors la virta et la fortuna, donc je ne parle pas italien, mais grosso modo, on peut le traduire par apporter le courage face aux circonstances qui s'imposent. Donc là, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir de l'audace et de ne pas s'enfermer dans un dogme rigide, par exemple, ou dans un plan préétabli. Donc se donner la liberté de pouvoir sortir de son plan préétabli et de la sécurité du plan qu'on aurait pu mener. Donc avec ces deux idées écrites par des philosophes, donc il y a déjà très longtemps, on se rend compte qu'aujourd'hui, on l'utilise régulièrement en agilité. Et je vous ai sorti un exemple, là, peut-être un peu plus parlant, Dyson, qui, avant de sortir son aspirateur magique, dont on a tous entendu parler, a fait plus de 5000 maquettes avant de réussir son prototype. Et donc là, il a mis en avant le principe de l'adaptation et puis le principe du fait, donc du droit à l'erreur, oser se tromper pour mieux s'adapter. Donc une erreur nous permet de pouvoir nous adapter. Et puis donc l'agilité commence là où le monde résiste à nos plans. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez déjà dû abandonner un plan parfaitement réalisé? Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir, par exemple, un plan projet réalisé sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis se rendre compte qu'avant la fin de ce plan, on doit l'adapter? Donc voilà, ces notions-là datent de bien plus longtemps avant les méthodes agiles qu'on peut utiliser aujourd'hui. On va s'attarder maintenant sur le pilier de l'inspection, puisque l'adaptation, on le voit encore aujourd'hui, c'est un des piliers importants. Mais quand on commet une erreur, il y a un principe qu'on oublie souvent, c'est l'inspection de cette erreur. Bien souvent, on commet une erreur, on essaye de la résoudre le plus vite possible, on ne prend pas forcément le temps d'analyser la root cause, comme on dit. On la balaye de la main et on se dit vite, on la corrige. Donc là aussi, sur l'inspection, on est remonté à quelques philosophes. Alors, des philosophes un peu plus récents cette fois, qui n'avaient pas seulement un job de philosophe, parce que en notre ère, il fallait aussi avoir un rôle de politique, par exemple, pour pouvoir survivre et pour pouvoir se faire entendre. Mais on a par exemple Popper en 1934 qui disait « c'est pas l'erreur qui est grave, c'est de ne pas la regarder ». Et en effet, donc le concept de Popper, c'est bien de pouvoir analyser, investiguer nos erreurs afin de ne pas les reproduire. Et donc le fait de balayer les erreurs, comme je viens de le dire, là, ça ne nous permet pas d'analyser, d'investiguer et du coup d'éviter de reproduire la même erreur. Un autre philosophe un peu plus ancien, celui-là, Descartes, vous en avez sûrement déjà entendu parler, lui a dit « douter c'est penser, mais penser bien, c'est savoir quand agir ». Donc là, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la notion du doute paralysant. C'est-à-dire qu'on doute, on n'ose pas faire quelque chose, et donc on va être paralysé, on ne va pas avancer. Donc le pendant, c'est ce qu'on appelle le doute méthodique. C'est-à-dire qu'on doute, mais on va analyser ce qui nous fait douter, et comme ça va nous permettre d'avancer et de pouvoir améliorer notre produit afin de profiter finalement de l'expérience de notre erreur. En exemple pratique qu'on peut avoir de nos jours, vous avez certainement entendu parler du fail test. Donc quelque chose qui peut être illustré par le Chaos Monkey de Netflix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais Netflix, alors il y a déjà quelques années, oui, 2011, oui, une quinzaine d'années, a mis en place dans un premier lot qu'ils ont appelé le Chaos Monkey, qui était un système pour faire tomber leur serveur, tout simplement. Donc un système de test en rupture, comme on pourrait dire maintenant, qu'ils ont fait évoluer plus tard avec tout un tas de singes différents. Donc le Chaos Monkey faisait tomber des serveurs. Ensuite, ils ont créé d'autres singes qui attaquaient des failles spécifiques. Donc par exemple, un qui injecte un virus, un qui fait tomber toute une région de data center du monde, etc. Et ils ont appelé ça la Simian Army, d'où l'illustration à côté. Et donc ce principe et cette expérimentation de Netflix, alors ce n'est pas une simple expérimentation, maintenant ils l'utilisent au quotidien, mais c'est une méthode qui leur permet d'identifier l'erreur et d'inspecter les erreurs. Et donc grâce à cette méthode-là, donc régulièrement, quand ils font des évolutions, ils rejouent les cas de test, alors ils le font en pré-production, voire même en production,
pour s'assurer que aucun bug, entre guillemets, aucun risque n'est passé entre leurs mailles du filet. Et de cette manière, avec cela, ils peuvent analyser les erreurs, analyser ce qui se passe et identifier comment corriger, comment éviter toutes ces erreurs-là. Et donc l'erreur devient un signal et non un échec, puisqu'ils le produisent volontairement. Ils produisent volontairement l'erreur, donc on n'est plus sur un échec. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui utilisent le fail fast au sein de vos projets? Je l'avoue que je le vois rarement chez des clients. Je l'ai vu partiellement dans le nucléaire chez EDF, et j'allais dire heureusement. Ça permet d'éviter quelques catastrophes. Je ne sais pas quel client l'utilise par exemple. Ah, personne. Ah oui, ça c'est le test du singe, dans le sens où les potes font les tests du singe. Alors là, oui, là c'est plutôt des tests aux limites, des tests de rupture. On peut le faire à tous ces niveaux. Exactement, oui. Chez Netflix, c'est un cas un peu particulier. Chez Amazon, AWS, ils font aussi ce genre de test. Maintenant, de plus en plus de gros, alors là aussi ça coûte cher, mais de plus en plus de gros mettent en place ce type de test pour justement identifier les erreurs le plus tôt possible et pouvoir y répondre. Dernier pilier, la transparence. Donc là aussi un pilier important parce que c'est pas tout d'inspecter les erreurs, encore faut-il les connaître et donc les partager. Donc la transparence et le partage, c'est rendre l'erreur visible pour progresser ensemble. Donc là aussi, on a trouvé quelques préceptes philosophiques qui ont permis de mettre le doigt sur le partage de ces erreurs. Donc là, c'est Hannah Arendt qui était une politique américaine, mais immigrée d'Allemagne, qui disait « Le droit à l'erreur n'existe que s'il est visible et accueilli ». Donc on peut faire le lien avec la culture de l'erreur et ce qu'on peut voir par exemple j'ai mis entre les Français, les Européens, entre guillemets, et les Américains, où bien souvent en France l'erreur est mal acceptée. Alors ça peut changer d'un environnement à un autre, mais en grande majorité, en France, on évite de communiquer et d'être transparent avec ses erreurs, alors qu'aux États-Unis, on a par exemple des failcon, qui sont des conférences où on parle que des erreurs qu'on a faites, justement pour permettre aux autres d'apprendre de nos propres erreurs. Donc on partage et donc ça permet d'avoir ce partage, une prise d'initiative et une autonomie bien plus accrue. Donc voilà, le partage des erreurs, la transparence, la bienveillance, c'était un point important pour pouvoir identifier les erreurs. Et d'ailleurs, là aussi, je reviens sur la philosophie, entre guillemets, avec le modèle de Westrum qui est un peu plus récent, qui a identifié justement les différentes cultures d'entreprise et la façon dont on peut communiquer avec les erreurs. Donc il a identifié trois modes de communication. Les cultures qu'il a appelées la culture pathologique. Donc une erreur, c'est un problème, donc on n'en parle pas, on est malade si on a fait une erreur. La culture bureaucratique, c'est-à-dire qu'on la traite, mais dans un processus tellement complexe que personne ne veut y aller. Et puis la culture générative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer quelque chose à partir d'une erreur. Donc là, on se sert de l'erreur pour pouvoir produire quelque chose de positif. Je rebondis sur une autre étude qui va peut-être vous faire sourire, mais qui a été faite dans le cadre des hôpitaux et de la santé plus largement. Une étude de Amy Edmondson qui a identifié que plus le management était bienveillant, et plus il y avait d'erreurs. À votre avis? Est-ce que c'est un bon résumé? Alors, plus le management est bienveillant et plus les erreurs sont visibles. C'est comme ça qu'il faudrait le dire. Parce que les gens n'ont pas peur de présenter et de partager leurs erreurs. Alors que justement, si on a un management trop carré, trop autoritaire peut-être, les gens vont avoir plutôt tendance à cacher les erreurs. C'est d'ailleurs la petite représentation là, on voit que l'infirmière vient de se rendre compte qu'il manquait un outil alors qu'ils viennent de refermer le patient. Où est-ce qu'il est l'outil? Est-ce que l'infirmière va le dire au médecin, attention, il nous manque un outil? Ou est-ce qu'au contraire, elle va cacher ça sous le tapis? Donc on peut imaginer que l'erreur va devenir grave si on s'en rend compte trop tard. Donc là, c'est dans le milieu médical, bien sûr,
c'est d'autant plus grave. Mais bon, tout le point est là, de la transparence et du fait de rendre l'erreur visible, au plus tôt d'ailleurs, puisqu'on sait que plus c'est tard, plus c'est compliqué à traiter. Et donc pour ça veut dire qu'il faut avoir donc, ce management bienveillant, mais il faut avoir aussi et surtout un espace pour partager les erreurs sans jugement. Est-ce qu'au sein de vos équipes, vous avez ce genre d'espace ? C'est très bonne réponse. La rétrospective, est-ce que c'est suffisant ? C'est bien souvent le constat que j'en ai fait aussi. C'est vrai que la rétrospective permet de prendre un petit peu de recul et normalement de pouvoir être un peu plus transparent, de partager ses erreurs. Il faut qu'au sein d'une rétrospective, on ait un environnement qui permette de le faire, hein, parce que j'ai vu beaucoup de rétrospectives, on va dire un peu trop hiérarchiques, clients, fournisseurs, etc. Donc il faut avoir un environnement bienveillant et transparent, justement. Et parfois, ce n'est pas suffisant, donc parfois ça peut être important et intéressant d'avoir d'autres cérémonies ou d'autres moments de partage, de feedback, de team building, peut-être un tableau pour partager les erreurs, mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir au quotidien, pour pouvoir faire émerger et pouvoir partager les erreurs plus facilement. Je pense un exemple tout simple, hein, par exemple entre deux équipes Scrum qui vont travailler dans le même environnement, on n'a pas forcément ce partage comme peuvent l'avoir les Américains avec le Failcon, mais ça peut être simple de mettre en place des points réguliers, mensuels peut-être, pour que chaque équipe présente les erreurs qu'il a fait à l'autre équipe. Voilà, j'en viens à ma conclusion. Donc, pour réinventer l'échec, vous l'avez compris, hein, c'est basé sur les piliers Scrum, hein, mais il y a 4 étapes ici. La première, c'est d'abord d'accepter l'échec. Ensuite, d'en parler, l'aspect transparence, comme je viens de le dire, pour pouvoir les identifier. Et puis, être curieux, faire de l'inspection auprès de notre erreur ou notre échec, pour pouvoir l'étudier, identifier comment l'éviter. Et puis, l'adaptation, parce qu'une fois qu'on a identifié quels sont les leviers, il va falloir s'adapter. Et important, le droit à l'erreur, c'est un marqueur fondamental pour identifier la maturité d'une équipe agile. C'est-à-dire que plus une équipe va être mature, plus on aura tendance à pouvoir faire remonter les erreurs et partager les erreurs au sein de l'équipe. Et vous, est-ce que vous avez des erreurs à partager Est-ce que ce support vous donne envie de partager des erreurs demain auprès de votre équipe ? Je me rends compte des grosses conneries quand il y a un temps qui s'est passé, tu vois, quand c'est pas tout de suite immédiat. Et là, en t'écoutant, bah, je me suis rendu compte d'une grosse connerie justement que j'avais faite dans ma précédente mission, c'était de partir du principe que ben, tout le monde était familier avec certaines choses, avec certains principes, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, ben, je suis passée à côté. Et ça, si tu t'en es rendu compte bien plus tard, c'est peut-être parce que tu manquais d'un endroit ou d'un temps pour prendre de la hauteur sur ton quotidien finalement. Et la rétrospective ne suffit pas forcément, puisque bien souvent, on a tendance à faire des rétrospectives un peu génériques, un peu d'un sprint sur l'autre, un peu toujours les mêmes, et finalement, on en arrive à ne plus prendre suffisamment de hauteur et de recul pour pouvoir partager nos erreurs et profiter des erreurs des autres aussi pour s'améliorer soi-même. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que je m'en suis bien sorti ? Merci. J'avais une question, même si je l'ai pris en cours. C'est le fait en fait, on parle d'erreurs, de se rendre compte qu'on fait des erreurs, certes, qui a notamment la notion de sécurité psychologique dans ces cas-là. Mais aussi, on parle de recul, je l'ai fait sur des missions que j'ai finies il y a 6 mois. En fait, on se rend compte qu'il faut passer une certification en tant que Scrum Master pour, entre guillemets, reprendre le carcan de base pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Et aussi venir à des confs comme là, où, en fait, pour se dire une vision différente de ce qu'on peut connaître ou de ce qu'on a pu nous apprendre. Juste pour pas se dire, prendre du recul, c'est très dur et pas juste une histoire de temps pour moi. C'est confronter nos idées à celles des autres et comme ça avoir une réponse. C'est plus simple. En effet, je partage.
Donc c'est vrai que quand on dit prendre du recul, c'est sortir le nez du guidon du quotidien. Donc avoir un temps pour ça, mais aussi avoir un environnement qui nous permette de pouvoir justement mettre des mots et regarder. Alors ça peut être aussi se faire aider, hein, puisque bien souvent, alors je le disais tout à l'heure, échanger entre deux équipes, c'est souvent très profitable parce qu'on a des points de vue complètement différents. Si c'est deux équipes qui travaillent sur un client différent, c'est encore mieux, parce que là aussi, on va compléter encore plus. Après, je sais que par exemple, moi, je suis intervenu récemment sur une équipe de la SNCF, alors que j'ai jamais travaillé pour la SNCF, pour justement donner un œil externe afin qu'ils prennent de la hauteur et qu'ils identifient les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Donc, alors, en tant que coach, j'ai animé une rétrospective, c'était le titre de la mission officielle, mais finalement, j'ai fait un petit peu ce que je présente là, pour qu'ils puissent identifier leurs erreurs, leurs échecs, et surtout partager et rebondir sur ces échecs pour fonctionner mieux. Et je suis d'accord avec toi qu'il faut bien souvent un œil externe, ça aide énormément pour pouvoir prendre ce recul, même ne serait-ce qu'animer les sessions avec une personne neutre, parce que bien souvent, quand il y a des échecs, il y a aussi des tensions au sein de l'équipe, hein, ça va souvent de pair. Donc pour pouvoir prendre du recul et lever un petit peu les tensions, c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre pour faire tout ça. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions hein, pour venir me voir. Alors, c'est pas de l'audit ce que j'ai fait avec la SNCF? Non, pas tout à fait. Alors déjà, j'essaie de ne pas appeler ça audit quand c'est sur de l'agilité. Hein. J'appelle ça un feedback agile. C'est juste jouer sur les termes. Mais l'audit, ça fait un peu policier. Alors que quand on travaille en agilité, on est plutôt là en tant que coach, en tant que conseil. Mais ce que j'ai fait avec à la SNCF, j'ai essayé de surtout pas leur dire ce qu'il fallait faire, mais de les faire parler. C'est ça tout le travail du coach finalement, de faire en sorte qu'ils se parlent. Donc malgré les tensions, c'est pas toujours facile. Hein. Donc c'est là où il faut avoir l'environnement. D'ailleurs, c'était pas dans leurs locaux, hein, on a fait ça dans des locaux externes pour que ça les dépayse un petit peu. Et puis apporter l'aspect bienveillance. Donc il faut mettre en place des icebreakers, des energizers, des petits ateliers comme ça qui permettent. Vous pouvez voir d'ailleurs, il y a un stand avec des tambours là. Je l'ai repéré, c'est mon prochain, je pense. On va leur faire de la musique. Ça, c'est quelque chose qui débride, qui permet de créer l'échange. Et ensuite, là où je suis intervenu, c'est je posais des questions pour que justement, pour pouvoir faire ressortir les éléments et les éléments bloquants. De toute façon, je ne connaissais pas le client, je ne connaissais pas l'équipe, donc j'avais vraiment pas d'éléments en arrivant et pas de préjugés. C'était justement pour ça qu'ils voulaient quelqu'un d'externe. Et l'objectif, c'était bien de les faire se parler et puis de leur faire dire ce qui n'allait pas et ensuite de les aider à trouver eux-mêmes les solutions, les actions à mener. Alors, c'est pas encore terminé, mais ça avance. Ils y travaillent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des exemples, par exemple, je sais pas, d'échecs, soit qui n'ont pas été dits, soit d'échecs qui ont été partagés au sein de vos missions et qui ont permis d'améliorer le quotidien de l'équipe? Alors on peut, comme je disais, hein, en tant que coach agile, dans mon cas parce que c'était pour l'ensemble d'un train, mais en tant que Scrum Master aussi, on a un rôle de philosophe un petit peu, où justement là aussi on n'est pas censé apporter des solutions, même si c'est plus compliqué parce que souvent on baigne dans l'opérationnel et on connaît très bien les sujets, autant presque que l'équipe de dev. Hein. Mais notre rôle numéro 1 en tant que Scrum Master, c'est bien d'essayer de faire parler les gens et de faire en sorte que les gens trouvent les solutions par eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils seront beaucoup plus moteurs pour les porter ou les exécuter derrière que si c'est nous, en tant que Scrum Master ou Coach Agile, qui remontons ou qui leur proposons des solutions. Donc c'est toujours un peu délicat hein, quand on a des idées de les positionner, que ce soit en rétrospective quand on est Scrum Master ou Coach. Donc bien souvent, ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire des murs de post-it avec parfois des post-it anonymes. Et comme ça, en tant que coach ou Scrum Master, on peut poser nos propres post-it et, et après, on ouvre la discussion. Oui. Mm-hmm.
Oui, alors la question c'est quand on a une double casquette Scrum Master et ancien leader technique par exemple, et qu'on se rend compte que les équipes techniques partent sur un mauvais chemin, est-ce que il faut les réorienter sur la solution technique ou au contraire, est-ce qu'il faut les laisser se planter en tant que bon Scrum Master et leur montrer Alors, bon, j'allais dire, il n'y a jamais de solution qui marche à tous les coups, hein. Ça va dépendre bien sûr de l'environnement, il faut s'adapter. Mais bien souvent, une des meilleures solutions, c'est de les laisser se rendre compte de leurs erreurs. Alors, on peut les aider à s'en rendre compte pour éviter que trop longtemps et qu'on perde trop de temps, on crame trop de gaz à partir dans la mauvaise direction. Mais en effet, il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de leurs erreurs et qu'il y avait une meilleure solution ailleurs. Donc, avec ce rôle de double casquette, alors on a souvent des doubles casquettes, hein, que ce soit PO-SM, technique, technique SM, on peut être facilement, on va dire, à cheval sur les deux. Alors parfois, on a une double casquette légitime, c'est-à-dire qu'on est à la fois SM et leader technique. Dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est d'apporter vraiment des casquettes. Et comme ça, quand on dit une phrase, on met la bonne casquette. Là, je suis leader technique, donc je vous dis, non, la bonne solution, ça serait ça. Et puis après, on change. Là, je suis Scrum Master, on n'a qu'à faire un POC sur les deux solutions, et puis on verra bien lequel des deux est la plus viable. Donc, mais bien le matérialiser, parce que ça arrive, un Scrum Master chef de projet, là aussi, quand il va aller suivre des indicateurs de performance de l'équipe, il n'est pas du tout dans son rôle de Scrum Master, donc il va falloir bien faire la part des choses et bien communiquer auprès de, attention, là j'ai le rôle A ou j'ai le rôle B. Malheureusement, alors quand on peut, chez certains clients, on essaye de croiser. C'est-à-dire que quand une personne a deux casquettes, elle fait une casquette dans une équipe et une autre casquette dans l'autre. Comme ça évite les quiproquos. Mais quand on ne peut pas le faire, et ça arrive souvent, hein, on essaye de bien identifier et bien montrer, en tout cas aux membres de la dev team, quel rôle on joue au moment T. Là. On arrive à la fin. De toute façon, on arrive à la fin des questions, je pense. Merci à tous. Et n'hésitez pas à aller sur le ROTI pour faire un retour sur la conférence afin que je puisse l'améliorer et que je puisse faire un feedback à Margot qui n'a pas été là. Elle la verra en replay.